Covid, guerre en Ukraine, politique internationale, nous avons vu juste. Alors que le système en place voit le pouvoir lui échapper et tente donc, par tous les moyens, y compris bancaires, de nous mettre des bâtons dans les roues, notre génération, loin d'être dans une posture de commentateur du déclin, est une jeunesse positive, ouverte sur le monde. Nous, et vous, téléspectateurs de TVL, sommes en première ligne pour reprendre le pouvoir qui nous appartient. Mais pour cela, nous avons vraiment besoin de vous. Pour accroître notre puissance, dès maintenant, faites un don à TVL. Protégez et investissez dans une information libre et sérieuse. Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Au programme de cette édition, nous reviendrons sur les réactions contradictoires suscitées par les frappes américaines en Iran, tandis que la base électorale de Donald Trump et une partie des républicains déplorent le retour de la tradition interventionniste. D'autres minimisent les opérations pour lancer une véritable guerre contre Téhéran. L'actualité, c'est aussi le Premier ministre français qui fait face à une nouvelle motion de censure. Malgré son échec de conciliation dans le dossier des retraites, François Bayrou devrait une nouvelle fois survivre à l'épreuve. Et puis nous évoquerons les ventes en berne de voitures électriques. Donald Trump est-il le roi de la pirouette géopolitique ? Après les frappes américaines annoncées en grande pompe sur les installations nucléaires en Iran, le monde est abasourdi par son obtention d'un cessez-le-feu dans la région. Le point tout de suite. Donald Trump déboussole l'État profond. Depuis la frappe américaine sur les installations nucléaires iraniennes à Fordo dans la nuit de samedi à dimanche, les réactions face à la décision du président américain secouent la planète. Après une campagne électorale résolument tournée vers les États-Unis, avec une promesse non interventionniste scandée en chaque occasion, l'intervention en Iran a fait réagir une part non négligeable de sa base et une bonne frange des républicains. En effet, dans un premier temps, beaucoup issus des rangs MAGA, Make America Great Again, ont condamné l'attitude de Donald Trump de prime abord à rebours de ses promesses. Ancien conseiller du président lors de son premier mandat, Steve Bannon a déclaré sur CNN que Trump devait expliquer lui-même les raisons qui l'ont conduit, je cite, à faire le gros du travail pour Israël. Il faut dire que Benjamin Netanyahou était enchanté de l'initiative de Donald Trump. Nous avons obtenu une victoire historique et cette victoire restera gravée pour les générations à venir. Nous avons neutralisé deux menaces existentielles immédiates au-dessus de nos têtes, la menace d'extermination par des bombes nucléaires et la menace d'extermination par 20 000 missiles balistiques. Si nous n'avions pas agi maintenant, l'État d'Israël aurait bientôt été confronté à un danger d'anéantissement. Et effectivement, dans toutes les opérations menées par nos combattants, nous avons détruit le projet nucléaire iranien. Et si quelqu'un en Iran tente de la reconstruire, nous agirons avec la même détermination, avec la même force, pour étouffer toute tentative. Je le dis et le répète, l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire. Un satisfecit qui aura fait réagir. La républicaine Marjorie Taylor Greene s'est rapidement exprimée pour dire que le conflit entre Tel Aviv et Téhéran n'était pas un combat américain. Le célèbre journaliste Tucker Carlson a quant à lui été très clair en dénonçant une profonde trahison des partisans de Trump en cas de guerre avec l'Iran. Ainsi, de nombreux soutiens du président se sont littéralement sentis trahis et ont vu dans cette décision le symbole du retour en force de l'État profond que Donald Trump voulait drainer. Mais si le président américain a décidé de frapper l'Iran, les États-Unis ne sont pas en guerre contre le pays du guide suprême pour autant. Le locataire de la Maison-Blanche a même expliqué depuis n'avoir aucune volonté de renverser le régime. Des propos contradictoires par rapport à d'autres déclarations précédentes. Depuis les frappes américaines, très ciblées et très ponctuelles, Donald Trump a affirmé que les installations nucléaires iraniennes avaient été lourdement
endommagé. En d'autres termes, que Benjamin Netanyahou ne pouvait plus se servir de cette menace pour intervenir en Iran. Une situation que déplore à demi-mot l'État hébreu, en croisade éternelle contre Téhéran, qui le lui rend bien. Ironie de la situation, si des soutiens de Trump ont d'abord déploré le symbole d'un retour de l'état profond belliciste, ce même état profond semble s'être lui aussi manifesté par d'opportunes fuites depuis le Pentagone pour déclarer que les frappes américaines n'avaient en réalité pas endommagé les installations nucléaires de l'Iran. Un narratif, comme disent certains, qui tendrait à minimiser l'action de Donald Trump pour redonner de l'espoir au lobby militaro-industriel qui aimerait voir repartir les hostilités. C'était toutefois sans compter le président américain qui a rapidement annoncé lui-même un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu visiblement difficile à faire respecter pour les deux parties, ce qui a d'ailleurs fâché Donald Trump. Ils l'ont violé, mais Israël l'a violé aussi. Remettez-vous en question l'engagement d'Israël ? Dès que nous avons conclu l'accord, Israël a réagi en larguant une quantité de bombes que je n'avais jamais vue auparavant. La plus grande quantité que nous ayons jamais vue. Je ne suis pas satisfait d'Israël. Vous savez, quand je dis d'accord, vous avez 12 heures, vous ne pouvez pas sortir dès la première heure et larguer tout ce que vous avez sur eux. Je ne suis pas satisfait d'eux. Je ne suis pas content de l'Iran non plus. Mais je suis vraiment mécontent si Israël sort ce matin à cause d'une roquette qui n'a pas touché sa cible, qui a été tirée peut-être par erreur, qui n'a pas touché sa cible. Je ne suis pas content de ça. Monsieur Trump! Vous savez quoi ? Nous avons essentiellement deux pays qui se battent depuis si longtemps et si durement qu'ils ne savent plus ce qu'ils foutent. Vous comprenez ça ? Monsieur Trump! Un président américain mécontent de ses adversaires, mais surtout de son allié Netanyahou, qu'il vient pourtant de sortir d'une bien mauvaise issue. Donald Trump est donc en position de force, en faiseur de paix bien que précaire, mais aussi en distributeur de bons et de mauvais points, alors même qu'il s'apprête encore à remporter une autre victoire en Europe, l'augmentation des participations au budget de l'OTAN à 5% du PIB pour les pays membres. François Bayrou face à une nouvelle motion de censure. Le Premier ministre a échoué dans la renégociation de la réforme des retraites et la gauche se mobilise donc pour le renverser. Explication d'Olivier Frère-Jacques. Je ne peux pas accepter sans réagir qu'on se satisfasse d'échouer si près du but. J'ai décidé d'inviter les organisations qui ont travaillé ensemble durant ces 4 mois à me rencontrer dès ce matin pour rechercher une voie de passage dans l'intérêt de notre pays. Un échec dans son conclave des retraites, puis un échec dans sa tentative de rattrapage de ces négociations. François Bayrou se trouve une nouvelle fois dans la tourmente. Syndicats et patronats ne se sont pas mis d'accord et c'est au tour du jeu politique de prendre le relais. Cette initiative, le fameux conclave, lancé pour apaiser les tensions avec la gauche en échange d'un pacte de non-censure sur le budget 2025, visait à trouver un consensus sur la réforme des retraites, notamment sur des mesures comme la pénibilité ou les droits des mères. Mais les désaccords, particulièrement sur la réintroduction des critères de pénibilité, ont conduit à une impasse. Les syndicats accusant le MEDEF de rigidité, tandis que ce dernier défend une ligne de responsabilité financière. Face à ce revers, François Bayrou a tenté de reprendre la main en convoquant les partenaires sociaux à Matignon mardi, espérant une voie de passage. Cette démarche, perçue par beaucoup comme une tentative de communication désespérée, n'a pas suffi à calmer les oppositions. La gauche, unie sous la bannière du Nouveau Front Populaire, a annoncé une motion de censure par la voix du Parti socialiste. Le Parlement aura, en tout état de cause, le dernier mot. Monsieur le Premier ministre, ma question était simple. Le Parlement aura-t-il le dernier mot, y compris sur la mesure d'âge et sur l'équilibre de notre système des retraites ? Vous ne m'avez pas répondu cette semaine, comme vous y avez déjà dit non la semaine dernière. Monsieur le Premier ministre, le respect de la parole donnée est à la base même de notre régime démocratique. Vous avez pris des engagements pas tenus sur ce sujet comme sur bien d'autres. Cela nous contraint, Monsieur le Premier ministre, à déposer une motion de censure contre votre gouvernement. Un petit sketch parlementaire qui reprend. En effet, pour que le gouvernement soit renversé, la gauche NFP, aussi antifasciste soit-elle, doit compter sur les voix du RN. Or, le parti de Marine Le Pen renonce à voter cette motion et renvoie la menace à l'automne, tout en se disant contre la réforme des retraites, comme l'a expliqué Sébastien Chenu. Une censure aujourd'hui, ça n'abrogerait pas
la réforme des retraites. C'est ça le problème, c'est que si nous censurons dans les jours qui viennent François Bayrou, la réforme des retraites, elle demeure. Et qu'en fait, c'est, j'allais dire, un coup pour rien. Et nous, je vous le redis, on se pose la question, quel est le gain pour les Français? À part mettre le bazar avant l'été, il n'y a pas de gain. Alors qu'au moment du budget, à l'automne, nous allons pouvoir demander à François Bayrou de bouger des lignes, que ce soit sur l'énergie, par exemple, ou que ce soit sur la politique migratoire. Le refus peut aussi être motivé par la situation de la présidente du groupe, Marine Le Pen, qui, en cas de dissolution, qui serait rendue probable par le vote d'une motion de censure, ne disposera plus de mandat électif, ni même de la présidence du parti. Un statut inimaginable pour celle qui entend être candidate en 2027 et à minima qui n'entend pas disparaître. Quant à l'automne, il suffira au RN de revendiquer quelques victoires dans les négociations budgétaires pour éviter d'avoir à voter la censure. Du côté des centristes, les soutiens de François Bayrou estiment qu'un accord reste possible, mais même parmi les macronistes, le scepticisme domine. Certains voient dans la stratégie de renégociation un risque d'une part de faire tomber le gouvernement et d'autre part de compromettre la réforme emblématique des mandats présidentiels d'Emmanuel Macron. Le vote de la motion de censure pourrait avoir lieu jeudi ou vendredi. Il sera l'occasion pour la gauche de dénoncer une accointance supposée entre le RN et le gouvernement, de la même manière que le centre avait évoqué une telle accointance entre la gauche et le RN lors de la motion de censure qui fit tomber Michel Barnier. Tout cela alors même que l'Assemblée élue résulte d'une alliance au second tour des législatives entre la gauche et le centre pour faire barrage au RN. C'est bientôt des vacances, mais vous l'aurez compris, au Palais Bourbon, le spectacle n'est pas fini. La voiture électrique, gouffre financier général. Outre un prix d'achat élevé, les réparations et les assurances sont aussi des dépenses surévaluées par rapport aux véhicules thermiques. Une douche froide que beaucoup de propriétaires n'avaient pas vu venir. Renaud de Bourleuf. La voiture électrique, un coup de pression permanent pour le portefeuille. L'Observatoire de l'Association Sécurité et Réparation Automobile, dit SRA, a dressé un palmarès des véhicules aux coûts de réparation les plus élevés. La Dacia Spring électrique est ainsi la voiture citadine la plus chère à réparer. Dans cette étude, 9 véhicules, déclinés en versions à essence et électrique, ont été comparés. Sur 8 d'entre eux, c'est le véhicule électrique qui a un coût de réparation supérieur en comparaison avec le modèle essence. Le décalage est particulièrement important pour les véhicules Hyundai Kona et Peugeot 2008. Conséquence déjà visible, les cotisations d'assurance auto des détenteurs de voitures électriques ont augmenté de 13% en 2024 et la tendance devrait se poursuivre. Pierre Chasseret, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes, revient sur les raisons de ces réparations coûteuses. En fait, posséder un véhicule électrique, c'est un sur-risque en termes d'accidentalité et en termes de coûts surtout portés par l'accidentalité. Pourquoi ? Parce que le véhicule électrique, lorsqu'il est touché par un accident, il y a une forte probabilité que la batterie soit touchée. Et dans ces cas-là, quand on sait que le prix de la batterie, c'est quasiment la moitié du prix du véhicule, eh bien on a une conséquence directe, c'est que le véhicule devient soit jetable, soit il faut remplacer des pièces qui coûtent extrêmement cher comme la batterie. Et dans ces cas-là, tout ça, ça a un vrai coût pour l'assurance. Ça, c'est la première raison qui explique ce surcoût d'assurance. La seconde raison, c'est le risque de panne de batterie, justement. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un véhicule électrique héberge 2 batteries. Une première batterie, la grosse, qui nous permet d'avancer, et puis une seconde batterie, plus petite, qui va permettre le démarrage du véhicule. Cette batterie peut très vite se vider par l'utilisation de toute l'électronique embarquée du véhicule lorsqu'il est à l'arrêt. Et dans ces cas-là, lorsque vous récupérez votre véhicule sur un parking, par exemple, eh bien, vous pouvez avoir une panne électrique, non pas de la batterie principale qui vous permet d'avancer, mais de la batterie secondaire qui permet juste le démarrage et l'alimentation de la mécanique interne du véhicule, comme l'autoradio, la climatisation, etc. Trop onéreux, pas assez autonome, difficile à réparer et trop dangereux, le marché peine à séduire son public. L'Union européenne a mis la pression sur les constructeurs, mais la faible demande des acheteurs est une réalité. En janvier, les immatriculations de voitures 100% électriques ont progressé de 26% sur un an. Ce modèle atteint 15,4% de part de marché dans l'UE. Selon un communiqué de Sigrid De Vries, directrice générale de l'ACEA, ce chiffre est, je cite, bien loin de ce qui devrait être. Notons que la légère progression est inégale sur les territoires européens. Alors que la voiture électrique accélère en Allemagne, elle recule en France. Le chiffre a baissé de 7,1% de janvier à mai sur un an. Par ailleurs, le dispositif des zones à faible émission, les ZFE, aurait pu contraindre de nombreuses personnes vivant en périphérie de se tourner vers l'électrique.
Aujourd'hui, il y a une vraie volonté politique de faire cette conversion au 100% électrique. Et c'est ça qui me gêne un petit peu à l'association 40 millions d'automobilistes, parce qu'on sait très bien que peut-être qu'il y a une partie de la population qui peut être intéressée par ce type de véhicule. Mais il y a surtout une énorme partie de la population qui ne peut pas, parce qu'elle n'a pas les moyens de passer au-delà de ces contraintes, comme par exemple celle de ne pas posséder de place de stationnement, qui rend impossible la possession d'un véhicule électrique à moindre coût, parce qu'on ne peut pas le recharger si on n'a pas de prise à domicile. Je pense qu'il y aura un agenda politique qui va s'adapter. On ne peut pas aujourd'hui passer au 100% électrique. Il va falloir, j'ai encore beaucoup de boulot à l'association, tant mieux, mais il va falloir qu'on explique à nos amis politiques que malheureusement le 100% électrique, pour eux en tout cas malheureusement, il n'est pas possible aujourd'hui. Vraiment la raison principale, elle est pragmatique. Quand vous parlez à des Français qui ne possèdent pas de place de stationnement, vous pouvez leur proposer tous les véhicules électriques que vous voulez. S'ils ne peuvent pas le charger, quoi leur sert la possession d'un véhicule électrique? On n'achète pas quelque chose qu'on ne peut pas utiliser. Si demain je vous donne une voiture à hydrogène et que vous n'avez pas de station hydrogène autour de chez vous, la voiture peut être exceptionnelle, vous ne pourrez pas l'utiliser. Eh bien c'est ça l'écueil principal du véhicule électrique aujourd'hui. Reste à savoir vers quel modèle le parc automobile va se diriger dans les années à venir. En effet, si la progression des modèles électriques est faible, les voitures thermiques, essence ou diesel régressent. Leur part de marché est passée de 48,5% en janvier-mai 2024 à 38,1% depuis le début 2025. En revanche, les voitures hybrides totalisent désormais 43,3% des immatriculations. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le parc automobile à venir, il y aura une offre diverse. On aura une offre de véhicules électriques, une offre de véhicules thermiques, une offre de véhicules hybrides, des véhicules peut-être qui vont revenir sur de l'éthanol ou peut-être sur du GPL. Et il ne faudra pas jeter l'opprobre sur un type de motorisation. Il faudra que les concessionnaires soient les bons conseils pour orienter le client vers la meilleure énergie par rapport à leur consommation de la voiture. C'est ça la clé. C'est pas de se dire ça c'est mieux ou c'est pas bien. C'est une règle générale qui ne fonctionne pas aujourd'hui. À chaque automobiliste correspond un type de motorisation qui leur permettra de faire des économies, qui leur apportera un confort de conduite pour certains. Bref, il va falloir individualiser l'offre plus qu'on ne le faisait avant. Les gouvernants, en particulier la Commission européenne, devraient alors laisser la liberté aux utilisateurs. Et partons à présent faire un rapide tour de France. Cafouillage parlementaire sur l'énergie. L'Assemblée nationale a rejeté mardi la proposition de loi Grémier sur la trajectoire énergétique de la France avec 377 votes contre et 142 pour. Initialement axé sur le développement du nucléaire pour réduire les énergies fossiles, le texte, modifié par le RN et LR, incluait un moratoire sur l'éolien et le solaire. Les groupes de l'ancienne majorité, EPR, Modem et Horizon, ont dénoncé cette révision. Le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Marc Ferracci, s'est félicité de ce rejet. Le texte, qui visait à établir un plan énergétique jusqu'en 2035, retourne au Sénat pour une seconde lecture. La Chambre haute étant acquis aux Républicains en désaccord avec le reste du centre, l'affaire pourrait bien ne pas être finie. Un remède probablement inefficace face aux arrêts de travail. Mardi, la Caisse nationale d'assurance maladie a remis au gouvernement son rapport chargé-produit avec des propositions pour le budget 2026. La CNAM entend s'attaquer aux arrêts de travail dont le montant aurait augmenté de 28,9% entre 2010 et 2019, puis de 27,9% entre 2019 et 2023. Face à ce problème, l'assurance maladie propose de rendre les motifs d'arrêt obligatoires, mais aussi de limiter la durée de l'arrêt pouvant être prescrit à 1 mois en sortie d'hôpital et à 15 jours en ville, avec un renouvellement de 2 mois maximum. Les syndicats de médecins généralistes fustigent une mesure hors sol qui ne concerne que les arrêts de longue durée, dont les motifs sont généralement sérieux, alors que les arrêts de quelques jours devraient davantage être ciblés. De nouveaux cas de graves intoxications dans l'Aisne. Alors qu'une petite fille de 11 ans est décédée après avoir contacté la bactérie E. coli en consommant de la viande contaminée, c'est désormais un total de 22 cas d'intoxication alimentaire qui ont été rapportés. 4 boucheries halal ont été fermées par précaution par les autorités, ainsi que 2 rayons de supermarché de la ville de Saint-Quentin. L'abattage rituel, par la technique employée consistant en un égorgement large des animaux, est propice à la prolifération des bactéries car l'œsophage est sectionné en même temps que les artères, engendrant des contaminations des chairs. Les analyses sont toujours en cours pour comprendre d'où provient exactement le foyer. Les airbags Takata mettent à l'arrêt 1 700 000 véhicules. Mardi, le ministère des Transports a annoncé avoir ordonné aux constructeurs d'immobiliser environ 800 000 voitures supplémentaires en raison de l'airbag. Ce dernier, fabriqué par le japonais Takata, a déjà causé en France 18 décès et plus de 25 blessés en raison de dysfonctionnements et d'un mauvais comportement du gaz utilisé, notamment lors d'épisodes de forte chaleur. La mise à l'arrêt forcée de ces véhicules concerne essentiellement des voitures circulant en Corse ou en Outre-mer,
ainsi que des véhicules de métropole vendus avant 2011. Et l'on poursuit avec le reste de l'actualité internationale. Les Anglais prêts à partir en guerre. Mardi, le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé l'achat de 12 avions F-35A capables de transporter des bombes nucléaires américaines B-61. Selon le chef de gouvernement travailliste, c'est, je cite, le plus grand renforcement du dispositif nucléaire du Royaume-Uni depuis une génération. Il a reçu les félicitations de Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN. Londres investit massivement dans la défense, visant 2,5% du PIB d'ici 2027 et 3% après 2029. Un programme de construction de 12 sous-marins nucléaires d'attaque et 6 usines de munitions est aussi en cours. Reste à savoir quelle guerre les Anglais préparent. La piqûre mortelle avance aussi outre-Manche. Un mois après nous, les parlementaires britanniques ont à leur tour voté pour l'euthanasie. Vendredi, une proposition de loi applicable en Angleterre et au Pays de Galles a été adoptée à la Chambre des communes. De nombreux députés ont voté contre, parfois au dernier moment inquiets face au manque de garde-fous, notamment en ce qui concerne le critère du pronostic vital engagé à 6 mois, difficile à établir. Ils s'appellent aussi à améliorer l'offre de soins palliatifs. Contrairement au texte français et à son délit d'entrave, la proposition de loi britannique prévoit un délit d'incitation au suicide assisté avec interdiction de toute publicité. Le texte va être débattu dans les prochains mois à la Chambre des Lords. Bataille mortelle dans les tunnels. Mercredi, l'armée israélienne a annoncé la mort de 7 soldats du 605e bataillon d'ingénieurs de la 188e brigade spécialisée dans la destruction de tunnels lors d'une opération dans le sud de Gaza. Âgés de 19 à 21 ans, 6 d'entre eux ont été identifiés. L'identité du 7e reste confidentielle. Un autre soldat de l'unité a été blessé. Depuis le début du conflit déclenché le 7 octobre 2023 par une attaque du Hamas tuant 1219 personnes, essentiellement civiles, plus de 430 soldats israéliens ont trouvé la mort et plus de 55 000 Palestiniens, très majoritairement des civils, ont péri. L'IA au cœur des débats aux États-Unis. Lundi, un juge américain a autorisé l'entreprise d'intelligence artificielle Anthropic à entraîner ses modèles d'IA, comme Claude, avec des livres protégés par des droits d'auteur sans autorisation sous la doctrine de l'usage raisonnable. Cette décision, rendue à San Francisco, considère l'entraînement d'IA comme une avancée technologique majeure, comparable à l'apprentissage humain par la lecture. Anthropic, fondé en 2021 par d'ex-ingénieurs d'OpenAI et soutenu par Amazon, salue ce verdict favorisant l'innovation. Cependant, le juge a condamné la création d'une bibliothèque numérique permanente à partir de livres piratés jugés incompatibles avec l'usage raisonnable. Cette décision préliminaire ouvre la voie à un procès civil pour évaluer d'éventuels dommages et intérêts, alors que des artistes et écrivains poursuivent Anthropic pour utilisation non autorisée de leurs œuvres. Et voilà, nous approchons déjà de la fin de cette édition. Ce soir, à partir de 20h, retrouvez un nouveau numéro de Bistro Liberté. Éric Morillo évoque la guerre Iran-Israël et les violences de la fête de la musique en France. Parmi les invités, le champion du monde de boxe thaï, Jean-Charles Skarbowski. Je suis une femme française, d'origine asiatique et patriote. Et je mettais en lumière l'hypocrisie de la gauche quant à certains sujet, notamment l'antiracisme, qui était complètement silencieux. Et donc ce qui est dingue, c'est que c'est parce que vous, d'origine asiatique, d'origine coréenne, vous dites que vous êtes patriote française. Ah, ça les rend fous. Ça les a rendus fous. En fait, j'ai eu autant d'adhésions très très importantes de la part des patriotes, alors, avec énormément de messages d'amour et de soutien. Vraiment, là, c'est là où on ressent quand même qu'il y a... Moi, je dis qu'on peut déjà applaudir quand même beaucoup parce que alors... Également au programme, dès 7h demain, le Zoom du jour. Le journaliste Olivier Molin présente un hors-série de valeurs actuelles sur les écrivains voyageurs. Enfin bon, par exemple, on a décidé de mettre dans les écrivains voyageurs des gens qui avaient eu une vie aventureuse, mais qui se sont inspirés uniquement de leur vie aventureuse, qui n'ont pas raconté. Par exemple, je pense à Herman Melville ou à Joseph Conrad, qui sont deux marins, un américain, l'autre polonais, mais qui écrit en anglais. Et ce sont des marins qui, à un moment donné, à la fin de leur vie, enfin au mi-temps de leur vie, ont arrêté d'être marins et se sont mis à raconter des histoires et des romans. Quels romans ? Parce que c'est parmi les plus grands romans. Mais des romans, si vous voulez, où ils se sont inspirés simplement de ce qu'ils connaissaient. C'est-à-dire la marine, à voile, notamment. Bon.
Est-ce que c'est ces écrivains voyageurs? Certainement, on aurait dit à Joseph Conrad qu'il était écrivain voyageur, il vous aurait envoyé son poing sur la figure. Ouais. Parce que déjà, quand on lui disait qu'il était écrivain de la mer, il supportait pas, alors écrivain voyageur, et il n'aurait encore moins supporté. Lui, s'estimait être et il avait bien raison d'ailleurs, être un véritable écrivain, si vous voulez, dans quasiment avec cette profondeur des Russes. Vous voyez, d'aller, son histoire, c'est l'âme, c'est pas le bateau, c'est pas l'aventure, c'est l'âme humaine, c'est aller voir au cœur de l'âme humaine ce qui s'y passe. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.